D'un côté, on a le Maroc qui reçoit la note maximale de l'OCDE pour le contrôle du financement des partis. Il se retrouve parmi les meilleurs au monde, hein. Hmm. Et de l'autre, on apprend que 14 partis doivent encore rembourser près de 22 millions de dirhams de fonds publics. C'est le grand écart classique de l'action publique, n'est-ce pas? On peut avoir des règles impeccables sur le papier, Oui, mais la réalité du terrain, c'est souvent une autre histoire. Et c'est justement le travail de la Cour des comptes d'aller voir ce qui se passe derrière la façade. exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une plongée dans son tout dernier rapport annuel, celui pour 2024-2025. D'accord. On a les principaux axes du rapport officiel. L'idée, ce n'est pas juste de lire des chiffres, c'est de vraiment décrypter. De mener l'enquête, en quelque sorte? Avec le sur sa route. C'est une excellente approche. Ce rapport, c'est un peu un scanner en fait. Un scanner de l'administration, des politiques publiques. Il nous montre où ça fonctionne et où ça coince. Alors pour notre exploration, je propose un plan. On commence par le moteur, la situation macroéconomique. Logique. Ensuite, on s'attaque aux grands défis des disparités territoriales. Puis on zoome sur les chantiers sociaux qui concernent tout le monde, la santé et l'éducation. Très important ça. Après, on verra la question de l'investissement. Et pour finir, la question qui tue. Quand la Cour des comptes parle, est-ce qu'on l'écoute vraiment? Ça vous va comme programme? C'est parfait. Allons-y. Bien. Alors, le tableau de bord économique. À première vue, on pourrait dire que tout va bien pour 2024. Croissance à 3,8%, inflation maîtrisée, Oui, quasi inexistante, à 0,9%. déficit budgétaire réduit, et la cerise sur le gâteau, Standard Poor's qui relève la note du pays à investissement grade. Ce qui est un signal de confiance très très fort pour les investisseurs internationaux. Ça veut dire en gros que le Maroc est considéré comme un emprunteur fiable. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces bons chiffres? C'est surtout une preuve de résilience. La croissance, elle a été tirée par les secteurs non agricoles. C'est-à-dire? Ça veut dire que l'industrie, le tourisme, les services ont été assez costauds pour compenser l'impact de la sécheresse. C'est la fameuse diversification de l'économie qui commence à donner des résultats concrets, voyez? D'accord. Et cette solidité, c'est la base pour financer les grandes réformes sociales. Exactement, c'est le socle. Justement, en parlant de finances, il y a un chiffre qui m'a interpellée. Les recettes fiscales ont un bond de 14,5%. C'est énorme. Colossal, oui. Mais en même temps, les dépenses de l'État ont aussi grimpé de 6,5%. Alors la question est simple. Est-ce qu'on a juste dépensé plus parce qu'on a gagné plus ou il y a une vraie stratégie? C'est la question à 1 million de dirhams. Et c'est là que le rapport nous invite à lire entre les lignes. La hausse des recettes, c'est une excellente nouvelle, ça montre une meilleure collecte de l'impôt. Mhm. Mais la hausse des dépenses, elle, reflète le coût des grands chantiers. La protection sociale, les aides au logement, tout ça, ça a un coût. Le rapport ne dit pas que c'est mal, mais il pose la question de la soutenabilité. Mm. Et surtout, De l'efficacité. voilà, est-ce que chaque dirham dépensé l'est de la manière la plus intelligente possible, pour avoir le plus d'impact? Et cette question de l'impact nous amène directement au cœur du problème des disparités. L'ambition, c'est d'éviter un Maroc à deux vitesses. Oui, Sauf que le rapport nous lance une statistique brutale. 3 régions génèrent presque 60% de la richesse. Et Casablanca-Ceta, à elle seule, c'est quasiment un tiers du PIB. Le Maroc à deux vitesses, il a l'air bien réel. il l'est, totalement. Et la Cour s'est justement penchée sur le grand programme qui devait corriger ça. Celui sur la réduction des disparités? C'est ça. Budget de 50 milliards de dirhams entre 2017 et 2023. Et son diagnostic est fascinant. Elle ne dit pas que l'argent a été jeté par les fenêtres, non. Au contraire, 82% des projets sont terminés. Le problème est ailleurs, Et où est-il ce problème? dans le décalage. Un décalage profond entre ce qui a été fait et l'objectif de départ. Le rapport donne des exemples très concrets. Par exemple? Les routes. Le but, c'était de désenclaver. Or, la quasi-totalité des travaux, c'était de la réhabilitation de routes qui existaient déjà. On n'a quasiment pas construit de nouvelles routes pour connecter les villages isolés. Ah oui, je vois. On a amélioré le confort de ceux qui avaient déjà une route, mais on n'a pas aidé ceux qui n'en avaient pas du tout. Voilà. C'est un piège classique. C'est toujours plus facile de rénover l'existant que de partir de zéro. Le rapport dit, en gros, qu'on a fait de la maintenance à grande échelle alors qu'on attendait de la transformation du territoire. Et j'imagine qu'on retrouve le même schéma pour les écoles ou les dispensaires. Exactement le même. Pour l'éducation, 88% des projets, c'était de la réhabilitation d'écoles primaires. Pour la santé, rénovation de centres existants.
très très peu de créations neuves, surtout dans les zones rurales et montagneuses. Celles qui en ont le plus besoin, en fait. Précisément. La conclusion de la Cour est sans appel. Les actions ont été utiles, oui, mais elles n'ont pas rempli l'objectif de base, élargir l'accès aux services. On a consolidé, on n'a pas conquis. Alors, si on parle de l'accès aux services, il faut absolument qu'on aborde les grands chantiers sociaux. La santé, d'abord. Oui. L'énorme réforme de la protection sociale. Les budgets ont suivi, là. Oui, l'argent est là. On est passé de moins de 20 milliards de dirhams en 2019 à plus de 32 prévus en 2025. Mais Mais l'argent ne fait pas tout. La Cour met le doigt sur le bon sens. Pour que l'assurance maladie obligatoire, la MO, fonctionne, il faut que l'offre de soins publics soit de qualité. et attractive. Avoir une carte d'assuré, c'est bien. Pouvoir s'en servir, c'est mieux. Exactement. Or, le rapport pointe des défis structurels qui pourraient faire dérailler la machine. Comme quoi, par exemple? D'abord, la pérennité financière des caisses. La Cour parle de réformes urgentes pour éviter la banqueroute. Ensuite, l'état des infrastructures. On connaît l'état de certains hôpitaux. Et surtout, le problème numéro 1, les ressources humaines. Le manque de médecins, d'infirmiers. Oui, et leur très mauvaise répartition sur le territoire. Donc le risque, c'est de donner un droit à des millions de personnes, mais sans avoir l'hôpital ou le médecin en face. C'est exactement le risque. La Cour ne dit pas que la réforme est mauvaise, au contraire. Mais elle alerte. Le succès de la couverture maladie dépend de la mise à niveau de toute la chaîne de soins. C'est un chantier colossal. Et pour l'éducation, l'autre grand pilier, le diagnostic est le même? On a réussi à mettre plus d'enfants à l'école, mais la qualité, elle, ne suit pas toujours. C'est un peu le même film, oui. La bataille de la quantité est gagnée, c'est une victoire, mais la guerre de la qualité, elle est loin d'être terminée. Le rapport pointe les faiblesses qu'on connaît, la qualité des apprentissages, la formation des profs. D'accord, mais au-delà de ce constat, est-ce que la Cour propose des pistes intéressantes? Oui, et c'est ça qui est important. Elle insiste sur 2 leviers. Le premier, une gouvernance de proximité. C'est-à-dire? Sortir du tout rabat. Décentraliser la décision en associant les communes, les parents, la société civile. Et le second levier, qui est crucial, c'est tout ce qui entoure la classe. Les cantines, le transport? Voilà. Les cantines, le transport scolaire, les internats. La Cour est très claire là-dessus. Ce sont des facteurs déterminants pour lutter contre l'abandon scolaire au milieu rural. L'avenir d'un élève se joue aussi dans le bus qui l'amène à l'école. Si les services publics sont à la peine, on se tourne vers l'investissement privé. Le rapport note des efforts. 98% des initiatives de la feuille de route sur le climat des affaires ont été lancées. C'est un bon début, non? C'est un signal très positif, ça montre une vraie volonté. Mais la Cour identifie un obstacle structurel, un mur. Lequel? Elle le nomme très clairement, la problématique de la mobilisation du foncier. L'accès à la terre, pour construire une usine ou un hôtel? Précisément, tant que l'accès au terrain reste un parcours du combattant, vous pouvez faire toutes les feuilles de route que vous voulez, les investisseurs resteront sur leur garde. C'est le frein à main qui est serré. Et à part le foncier, il y a d'autres recommandations fortes? Oui, 2 qui relèvent du bon sens. La première, adopter enfin une stratégie nationale de l'investissement, pour que tout le monde sache où on va. Et la deuxième? Accélérer la mise en place de l'Observatoire de l'investissement, un outil pour suivre, pour savoir où va l'argent et quel impact il a. Et il y a une nuance importante sur l'investissement de l'État. Laquelle? La Cour veut un cadre unique pour évaluer les projets avant de les financer, pour en finir avec le saupoudrage. Le saupoudrage. Oui, c'est comme arroser un jardin. Soit vous utilisez un vaporisateur qui mouille un peu partout, sans que rien ne pousse vraiment. Soit vous prenez un tuyau pour viser les plantes qui ont vraiment besoin d'eau. C'est exactement ça. La Cour plaide pour le tuyau d'arrosage. Concentrer l'argent public là où il aura le plus d'impact. Tout ça nous amène à la question finale. Ces constats, ces recommandations, est-ce que ça sert à quelque chose? Le rapport parle de 99 dossiers jugés, d'amendes et de 20 dossiers transmis à la justice pénale. La Cour a quand même des dents. Oui, la partie juridictionnelle, c'est le gendarme. C'est la plus visible. Mais le vrai test de l'influence de la Cour, c'est le suivi de ses recommandations. C'est là qu'on voit si ça fait bouger les choses. Et là, le bilan est, disons, mitigé. Attendez, j'ai les chiffres sur les recommandations qui devaient être appliquées avant fin 2024. Seulement 18% sont totalement réalisés. C'est peu. 47% en cours, mais ça veut dire que 35%, plus d'un tiers, n'ont même pas démarré. C'est énorme. Et c'est là qu'on voit bien la différence entre les réformes techniques qui avancent et les réformes plus politiquement sensibles.
il y a des succès quand même. Bien sûr, le rapport cite la loi sur les agences régionales de l'urbanisme. C'est une réponse directe à une recommandation, c'est un progrès concret. Mais dans les 35% qui bloquent, on doit trouver des sujets plus épineux. On y trouve le sujet le plus explosif, la réforme des retraites du secteur public. Là, le rapport ne mâche pas ses mots. Il tire la sonnette d'alarme. Ah oui, Le déficit du régime des pensions civiles a atteint 7,2 milliards de dirhams en 2024. Et la Cour parle d'un risque d'épuisement des réserves. Dès 2030, c'est demain. demain oui. L'inaction sur ce dossier a des conséquences gravissimes pour les finances de l'État. Mais c'est une réforme impopulaire. Alors, elle attend. Si on essaie de prendre un peu d'auteur, le portrait que dresse ce rapport est celui d'un Maroc en pleine contradiction. Une économie qui résiste, des ambitions sociales immenses, mais cette impression que la machine a du mal à suivre. Le vrai défi, au fond, ce serait l'exécution. Je crois que c'est exactement ça. Le fil rouge de tout le rapport, c'est la gouvernance. Que ce soit pour les territoires, la santé, l'investissement, les retraites, le mot qui revient tout le temps, c'est pilotage. Mieux piloter. Avoir un meilleur suivi, une meilleure coordination, une vraie évaluation de l'impact. L'enjeu pour le Maroc, ce n'est plus seulement de lancer des réformes, c'est de se donner les moyens de les mener à bien. Passer de l'intention à la réalisation. C'est un excellent résumé. Avant de finir, une petite phrase m'a intriguée dans le rapport. Elle dit que la numérisation des dépenses rend les vieilles méthodes de contrôle un peu obsolètes. Vous soulevez un point fondamental. Le contrôleur ne doit-il pas lui-même se moderniser ? Absolument. Et la Cour le note avec lucidité. L'administration se dématérialise, passe au zéro papier. Le contrôleur ne peut pas continuer à travailler avec des outils du XXe siècle, à vérifier des factures physiques. C'est logique. Le défi pour une institution comme la Cour, c'est d'innover elle aussi. Utiliser l'intelligence artificielle, l'analyse de données de masse, pour un contrôle plus intelligent, plus rapide. Le contrôleur doit s'adapter à la modernisation du contrôlé. Sinon, il sera toujours en retard d'une guerre. C'est peut-être ça le prochain grand chantier de la Cour.